En fait, non, je vais revenir sur la fin des nouvelles pour vous dire ce que j'en ai pensé. Donc attention, spoil! Alors les limites du possible, la fin. On apprend justement que Borge Troishuka, c'est le dragon doré Vilantre-Tempmert, qui est le père du bébé dragon, de la dragonne verte que les paysans ont empoisonné et qu'ils étaient venus pour la buter. Là, d'ailleurs, c'est un des trucs que mon frère m'avait raconté, que dans la série, ils ont buté la mère dragonne, je ne sais pas pourquoi, et ils ont buté plein d'autres gens, ils ont buté plein de monde, on ne sait pas pourquoi. En tout cas, du coup, le personnage de Borge Troishuka, Vilantre-Tempmert, il est vraiment très classe. Il est très beau en forme de dragon et il est très classe et mystérieux en humain. Ouais, il a un côté... C'est marrant parce que d'ailleurs, le comédien qui lit le livre, il lui a donné une voix un peu à la Jaski en mode « oui, haha » et tout. Et moi, je l'imaginais pas du tout comme ça. Je l'imaginais beaucoup plus en mode guerrier. Et en fait, le fait de lui donner ce genre de voix, qui peut paraître stupide, en tout cas moi qui a tendance à me paraître stupide au premier abord, mais alors que le mec dit des trucs intéressants et qu'il est en mode intéressant, mystérieux et tout, et en parlant à Gérald, on lui posait des questions sur les dragons et tout, moi je me disais, si j'avais pas su que c'était le dragon et tout ça, je l'aurais pas deviné et je me serais dit vraiment, mais qu'est-ce que c'est que ce mec ? En fait, il m'aurait encore plus intriguée. Parce qu'un mec, justement, qui a une voix comme ça, mais qui dit des trucs intelligents et qui a l'air fort et tout, en fait, les caractéristiques que le comédien lui a données me paraissaient en contradiction avec l'image que je m'en faisais, et le fait de voir des choses contradictoires, ça m'intriguait encore plus. Donc je sais pas si c'était volontaire de sa part de lui avoir donné une voix en contradiction avec l'image que je m'en faisais, ou si c'est parce que lui, il s'en est fait cette image spontanément, parce que peut-être qu'il a découvert la nouvelle en la lisant, et qu'il l'avait pas déjà lu avant. Ça me paraît possible, parce que dans la dernière nouvelle, où Gérald se bat pour défendre le marchand qui a son chariot qui s'est pété la gueule et tout, la première phrase, c'est Gérald qui parle, et en fait, on est du point de vue du marchand, et donc le marchand dit oui, un cavalier effrayant au-dessus de moi m'adresse à la parole et tout. Et en fait, le mec prend une voix oui, gna gna gna, enfin une voix plutôt comme ça, grinçante. Et c'était pas du tout la voix qu'il donnait à Gérald habituellement. Gérald, il a une voix grave. Et en fait, après, une fois qu'il a vu son visage et qu'on a compris nous aussi que c'était Gérald, après il reprend la voix de Gérald quand il le fait parler. Mais en fait, donc, il s'avère qu'on dirait que la première fois, il avait lui-même pas compris que c'était Gérald, sinon il aurait pris sa voix spontanément. Donc voilà, peut-être qu'il découvre la nouvelle, après il aurait aussi pu avoir oublié. Mais moi je me dis peut-être quand même qu'il découvre la nouvelle en direct avec nous, et peut-être que c'est pour ça que, spontanément, Borge Troishuka, il s'est dit ça doit être un espèce de noble... Le fait qu'il voyage avec 2 guerrières qui sont là pour le protéger, et qu'il ait plein d'argent, il s'est dit ça doit être un espèce de noble qui se balade pour vivre des aventures, ouais, un genre de jeune héritier qui fait un espèce de voyage initiatique entre guillemets avant d'être obligé d'hériter de son domaine ou un truc comme ça. Enfin, peut-être que c'est pour ça qu'il lui a donné cette voix un peu de bourge. Mais moi ça me l'a rendu encore plus intriguant, étrangement. Et tout ça pour dire que ce perso il est vraiment super intéressant et très intriguant, et quand on a les réponses on est en mode ah ouais, on n'est pas du tout frustré en se disant que la réponse n'était pas à la hauteur du mystère. Bon, entre les deux il y a tout un bordel avec tous les gens qui s'entretuent pour savoir qui c'est qui va choper le dragon, etc. Avec Yennefer qui se met dedans, Gérald où on sait pas de quel côté il va se mettre, et finalement qui évidemment se met pas avec Yennefer même si il l'aime, et même si ça doit probablement le faire souffrir, mais parce que il tient quand même plus à ses principes qu'à Yennefer. Apparemment, en tout cas, moi c'est l'interprétation que j'en fais. Donc tout ça c'était très intéressant et jusqu'au bout, et il y a vraiment cette note d'espoir de découvrir qu'un dragon doré c'est possible, alors que Gérald lui-même pensait que c'était pas possible, alors qu'il s'y connaît en monstre. Et on se dit voilà, dans ce monde où on nous dit que les elfes vont disparaître, que toutes les créatures magiques vont disparaître, et que même finalement l'humanité va disparaître et que tout va disparaître, il y a encore quelques trucs qui font rêver, et ça fait plaisir quoi. Donc c'est une nouvelle plutôt positive, étonnamment positive par rapport à la moyenne de ce qu'on lit. Donc Éclat de glace, je vous disais, c'est vraiment un merdier à suivre pour moi par rapport au sous-entendu. Yennefer qui raconte une histoire
d'une reine de glace qui envoûte les hommes et où après... D'ailleurs, je sais plus si c'est Gérald qui commence à en parler. Après, les deux reprennent la métaphore pour parler de leur relation, mais je sais plus qui commence. En tout cas, l'histoire, c'est ça. C'est une reine de glace qui envoûte des mecs qui ensuite ne peuvent pas s'empêcher de la suivre et qui trouvent que tout ce qui est pas blanc, c'est insupportable, qu'il n'y a plus que le blanc qui est beau, qu'il n'y a plus qu'elle qui est belle, et en gros, ils sont obsédés par elle, et ils ont l'impression de souffrir à chaque fois qu'ils la voient pas et tout, et en gros, leur amour les détruit en quelque sorte. Et si j'ai bien compris, la reine elle-même, elle peut pas les aimer, elle peut juste les conduire à leur destruction en quelque sorte, parce que, en fait, d'après ce que j'ai compris, peut-être même elle aspire, enfin, je sais plus si elle se nourrit de leur amour ou de leur vitalité ou je sais pas quoi, mais en tout cas, elle les consume, ils meurent, et après elle recommence l'année suivante, quoi. Yennefer dit plusieurs fois à Geralt, la vérité est un éclat de glace et tout, à propos de leur relation, de leur avenir, etc. Parce qu'elle a l'air de considérer que, vu qu'elle peut pas avoir d'enfants, vu que Geralt non plus, et qu'ils sont tous les deux des créatures rejetées par la nature, maudites, etc. Parce que justement ils peuvent pas avoir d'enfants et que la nature veut que tout le monde ait des enfants. N'importe quoi, sans déconner. Bon. En tout cas, Yennefer a l'air de penser ça, du coup, elle dit nous deux ça sert à rien. De toute façon, on a des êtres brisés, je peux rien t'apporter, tu peux rien m'apporter. J'ai l'impression que c'est un peu ça la problématique, mais je suis pas sûre d'avoir tout compris. Je pense que la problématique, c'est aussi que l'amour de l'autre, on peut pas le vérifier. Et donc, le magicien Istrel, je crois, avec qui Yennefer sort à côté, dit à Geralt, de toute façon, toi, tu peux pas aimer parce que t'es un mutant, donc t'as été modifié pour ne plus avoir de sentiments, et donc tu crois aimer Yennefer, mais en fait, c'est juste une espèce de mémoire atavique, mais c'est pas vraiment de l'amour, c'est juste un espèce de reste de désir, c'est une espèce de mémoire cellulaire, machin, c'est mécanique, mais tu peux pas aimer parce que t'as pas les capacités pour. Genre t'as pas d'âme, quoi. Vous savez aussi ce que je pense de l'âme, hein. Et du coup, Geralt, il est vraiment blessé, il remet ça à la gueule de Yennefer plus tard. Et Yennefer, elle aime pas trop ça, évidemment. Parce qu'elle, justement, j'ai l'impression, après c'est mon impression, parce qu'on n'a jamais vraiment de choses explicites à ce propos, mais que Yennefer, elle aime plus être aimée par Geralt que Geralt lui-même, en fait. Après, c'est pas, je dis pas qu'elle l'aime pas. Mais à l'origine, si elle a entamé une relation avec lui, c'est parce qu'il a fait le vœu de l'aimer pour toujours, même si encore une fois, le vœu, il n'a pas été dit explicitement, donc c'est moi qui pense ça, c'est pas une vérité écrite, mais du coup, ce qui l'a fait aimer Geralt, c'est qu'elle a été émue par le fait qu'il se sacrifie pour elle en quelque sorte, et qu'il soit prêt à tout pour elle. Donc à chaque fois qu'elle a l'impression qu'il va pas jusqu'au bout dans son amour, elle se demande si elle doit le laisser tomber, ce qui est un peu autodestructeur parce que tu peux jamais demander à quelqu'un d'aller jusqu'au bout en amour, sinon tu te retrouves tout seul. D'où, je pense, la métaphore de la Reine des Neiges, là, de la Reine des Glaces, on va dire, qui pousse ces mecs jusqu'au bout, qui les consume, et où après, elle se retrouve seule aussi, et finalement, du coup, elle peut jamais vraiment être aimée, elle peut jamais vraiment avoir une relation. Parce que finalement, si tu demandes à quelqu'un d'aller jusqu'au bout pour toi en amour, il meurt et t'es tout seul. Parce que tant que t'es pas mort, t'as pas été jusqu'au bout quelque part, quoi. Et que ce soit physiquement ou psychologiquement, si tu demandes aux gens d'aller jusqu'au bout, tu les détruis. Hein, je vous le dis à tous, ne demandez pas aux gens d'aller jusqu'au bout pour vous en amour, parce que sinon, il vous restera que des miettes. Vous aurez plus une personne solide à côté de vous, ça, c'est pas possible. Personne ne peut aller jusqu'au bout et rester intact par principe. Quand tu vas jusqu'au bout, c'est que t'as plus aucune force, donc t'es détruit. Il faut pas faire ça avec les gens, il faut pas leur demander ça. Si vous les aimez un minimum, ou si vous voulez que la personne qui vous aime reste en vie physique ou mentale, reste en bonne santé mentale aussi, ne lui demandez pas ça. Donc Yennefer a fait en quelque sorte cette erreur de demander à Geralt d'aller jusqu'au bout pour elle et de lui en vouloir à chaque fois qu'il peut pas. Là, en l'occurrence, elle lui dit tu peux bien rester en ville pour rester avec moi. Alors que Geralt, il dit qu'il aime pas cette ville, puis globalement, il aime pas rester en place, quoi. C'est un sorceleur, il veut voyager. Et il trouve que la ville elle est sale, puante, que les gens sont intolérants. Enfin, il déteste cet endroit, il reste pour être avec Yennefer, mais il va pas rester éternellement. Et ça le fait souffrir. Et Yennefer, elle est un peu en mode je te teste. Puis après, voilà, en plus, elle va avec son amant et tout. Donc Geralt, il dit ouais, bon, ok, je fais tout pour toi, je dis rien, mais il y a quand même des limites. Donc il commence à se sentir énervé, exaspéré, tout ça. Et même s'il se sent constamment énervé, exaspéré, il continue lui-même à accorder du crédit à la théorie selon laquelle il a pas de sentiments.
Donc c'est vraiment pas cool, hein. C'est pas très logique, mais quelque part, quand on est psychologiquement blessé, c'est normal d'être un peu confus, donc ça se comprend. Et puis on pourrait être énervé et ne pas être capable d'aimer, c'est deux choses différentes, mais bon, c'est quand même des émotions les deux, et enfin voilà, moi, l'idée que Gérald ne soit pas capable d'aimer, j'y crois pas du tout, mais que ce soit grâce à son vœu ou que ce soit une mémoire cellulaire, peu importe, mais le fait est que dans les faits, il se comporte comme quelqu'un qui aime, et moi je pense que quand on voit quelque chose dans les faits, c'est à ça qu'il faut croire, et pas à des trucs abstraits et complètement inconsistants comme l'âme ou ce genre de conneries, quoi. Donc voilà, Gérald il se comporte comme s'il aimait, donc on part du principe qu'il aime. On ne peut jamais être sûr que quelqu'un nous aime. Par défaut, les sentiments, c'est quelque chose d'invérifiable. Et en fait, toute la problématique de cette nouvelle est là, et c'est ce qu'elle a de beau, de tragique et d'intéressant, mais c'est aussi ce qu'elle a de frustrant, parce qu'il n'y a pas de réponse. Après, dans la vraie vie non plus, on n'a pas de réponse. On peut jamais être sûr qu'on aime, que ce soit Gérald qui doute en se disant « Est-ce que j'ai des sentiments ? Est-ce que je suis suffisamment humain pour ça ?» Spoiler de la vie, on ne peut pas savoir. Est-ce qu'on aime ou est-ce qu'on se le fait seulement croire ? On peut pas savoir, parce que justement l'amour c'est pas une chose concrète, c'est comme Dieu ou l'âme ou n'importe quoi, c'est quelque chose, on dit que c'est là donc c'est là, mais en fait ça se vérifie pas. Ou alors si ça pourrait se vérifier, ce serait seulement par des actes justement, et dans les actes, Gérald ça se voit qu'il est amoureux, donc au bout d'un moment faut arrêter de se prendre la tête, et voilà. Après c'est à chacun de voir ce qu'il a envie de croire, et le truc c'est ça, c'est que l'amour au final... que ce soit le nôtre ou celui des autres, la question c'est est-ce qu'on a envie d'y croire, et est-ce que la personne, si on a envie de faire ça à deux, est d'accord pour y croire avec nous, et ensuite on le fait exister justement parce qu'on est deux à y croire. Mais tout seul, ça n'a pas de réalité, ça n'a pas de consistance. Donc si quelqu'un vous dit toi t'aimes pas, t'as pas d'âme, t'as pas la capacité, malheureusement si cette personne est suffisamment persuasive et que vous êtes suffisamment pas bien dans votre tête pour prendre ses commentaires en compte, vous allez pouvoir vous dire merde, oui, il a raison, je suis une merde sans âme, parce qu'on n'a pas de preuve de ça. Moi, je me le suis déjà souvent dit, est-ce que j'ai des sentiments, tout ça, je peux vous dire que je me suis perdue dans ce genre de questions, et donc je connais le problème. Et après, du coup, peut-être que j'ai vu ça là parce que c'est un problème que j'ai déjà eu et que c'est des questions que je me suis déjà posées. C'est le problème des métaphores et des sous-entendus, c'est qu'on peut tous y voir un peu ce qu'on veut. Et donc là, je vous dis, c'est pour ça d'ailleurs que je vous spoil et que je vous dis ce que j'en pense. C'est parce que peut-être que vous y verrez totalement autre chose. Si c'est le cas, ça m'intéresse parce que justement, j'ai cette sensation de pas avoir bien compris et ça m'emmerde. Ça m'emmerde parce que moi, c'est pas mon but en fait que l'histoire me ramène à moi et que ça me fasse penser à mes propres problématiques, et qu'au final je sache même pas si c'est ce que l'auteur a voulu dire. Comme je vous dis, c'est quelque chose que je peux éventuellement attendre d'une chanson ou d'un poème, mais pas d'une nouvelle. Et d'ailleurs même dans une chanson ou dans un poème, j'essayerai de savoir ce que l'auteur pense et pas seulement les choses qui me ramènent à moi. C'est juste que je vais pouvoir prendre le temps de revenir sur moi et de me poser des questions, et je ferai des va-et-vient entre les deux, quoi. Mais là, j'ai pas le temps d'aller vers moi. Il y a des personnages, je les apprécie et tout, donc j'ai envie de me poser des questions par rapport à Gérald et Yennefer, et pas de revenir à moi nécessairement, quoi. Mais bon, du coup, voilà, toute la problématique est là, et la réponse n'étant pas claire, Yennefer va se barrer, parce que globalement, elle aimait les deux, et qu'elle avait pas envie qu'ils s'entretuent comme des gamins, et je le pense, ça aurait été des gamins s'ils l'avaient fait, mais c'est plus Istred qui a fait le gamin que Gérald, sur le coup, à dire en fait Yennefer lui a envoyé une lettre d'adieu et lui dit je vais pas la prendre en compte parce que j'ai pas envie en gros il a pas envie de comprendre que sa réalité ça va être qu'elle l'a quitté, donc il préfère se battre avec Gérald pour sentir encore qu'il se bat pour son amour et le faire vivre encore à travers ce combat, que ce soit pour mourir ou pour tuer, mais il a plus l'intention de se suicider puisqu'en plus il choisit de se battre à l'épée alors que c'est un magicien, quoi. Donc il a plus l'intention de mourir au combat et de se dire comme ça je vais mourir pour Yennefer, je vais mourir pour mon amour, et Gérald tu lui dis non, va te faire foutre, moi j'ai pas envie d'être ton meurtrier pour te faire plaisir et pour que tu meurs heureux. Après Yennefer va me détester et puis c'est complètement con, ça sert à rien, quoi. Autant il était motivé pour s'entretuer avec lui s'il était pas sûr que Yennefer l'aimait parce que lui aussi il avait limite envie de crever, autant là ça lui a fait prendre conscience de l'inanité de tout ça, le fait qu'elle les a quittés tous les deux, il s'est dit non, quoi, faut arrêter les conneries. Et c'était intelligent de sa part, et autant émotionnellement, je me dis, je peux comprendre que Yennefer soit partie. Émotionnellement, les réactions des persos me paraissent cohérentes et logiques, et je me dis ouais,
autant rationnellement, je comprends rien. Je me sens complètement paumée. Donc, et le truc, c'est que moi, pour me sentir bien, même avec mes propres émotions, j'ai besoin de pouvoir les expliquer, les rationaliser et tout ça. Et donc, là que c'est pas les miennes, je me permettrai pas de me les approprier, de me mettre à leur place et tout ça, parce que je sais que je dénaturerais le truc. Donc en fait, j'ai l'impression de rester bloquée. Je peux pas rationaliser, donc je peux pas avoir les réponses. Donc j'ai l'impression que l'histoire dans ma tête n'est pas finie et qu'elle le sera jamais vraiment. Et pour le coup, ça m'a vraiment laissé sur ma faim. Et cette nouvelle, elle m'a été vraiment pénible. Alors que pourtant, le thème, c'est vraiment un sujet qui me préoccupe aussi. Mais du coup, elle m'a été vraiment pénible parce que j'ai l'impression d'avoir ramé dans une espèce de mélasse tout le long, quoi. Le vœu éternel, ça c'était une nouvelle à l'ancienne, un peu plus comme dans le recueil précédent, comme je vous disais avec le Doppler, Doudou, etc. Il y a un petit moment, encore une fois, d'introspection de Gérald quand il va croiser Doudou qui prend son apparence et il dit à Doudou non mais tu peux pas m'imiter parce que je suis trop sombre pour toi, en gros parce que Doudou c'est un Doppler plutôt sympa et même s'il peut imiter n'importe qui, Gérald te dit en gros tu peux imiter que ce que tu peux comprendre et comme tu peux pas comprendre les aspects les plus sombres de l'humanité, tu peux pas me comprendre complètement, donc t'es pas une copie parfaite de moi, et donc tu gagneras pas si on se bat, et arrête de jouer à ce jeu-là parce que je vais gagner. Et Doudou lui dit, si justement j'ai pu prendre ta forme et t'imiter bien, etc., c'est aussi que t'as un côté beaucoup plus gentil et tout, que tu veux bien le dire, et il y a des aspects de toi que moi j'ai compris et que toi-même t'as l'air de complètement ignorer. En gros, mets-toi à jour, t'es beaucoup plus bon, sympa et bisounours que ce que tu veux bien le dire. Donc elle était vraiment sympa aussi sur ce plan-là, cette nouvelle, parce que c'est vrai, Gérald il se prend très au sérieux en mode je suis sombre, je suis un sorceleur, j'ai pas de sentiments, etc. Mais c'est son image de lui-même parce qu'il s'est approprié le fait que les gens aiment pas les sorceleurs, le fait que les gens ont peur de lui avec ses yeux de chat et tout ça. Il a adopté le fait ouais je suis un monstre et alors. D'ailleurs moi je fais un peu pareil, donc je le comprends totalement sur ce plan. Voilà, si on me dit t'as pas d'émotion, t'as pas de sentiments et tout, après je vais dire aux gens ouais j'ai pas d'émotion et alors. Je vais pas leur dire si regardez, non parce que justement ouais les émotions ça se prouve pas. Au final tout ça c'est social, donc ça se construit à deux avec les gens, donc si les gens nous martèlent un truc on y croit. Et voilà, Gérald, tout ça parce qu'il a un physique flippant, les gens lui mettent à la gueule t'es un mec flippant, et donc il a fini par y croire. Et donc de temps en temps un mec comme Doudou qui vont voir ses pensées et pas seulement son apparence physique vont lui dire non mais en fait t'es un tendre à l'intérieur. Mais comme ils sont minoritaires, Gérald il va se dire ah ouais, ah bon, puis en fait après il va réoublier et il va repartir dans son image de mec sombre et insensible. Donc ça, ouais, c'était mignon, c'était une nouvelle aussi plutôt positive. D'ailleurs, j'ai adoré comment ça s'est réglé, les mecs du feu éternel qui chassent les monstres et tout, où en fait à la fin on apprend que le chef de ça a aussi été remplacé par un Doppler et qu'il dit en fait on est plus nombreux que vous le pensez, mais on s'est adapté quoi, à la société humaine, vu que vous ne supportez pas, on remplace des gens et on se montre pas et on s'intègre à la société et on se dit c'est cool parce que finalement les Dopplers c'est des gens c'est des créatures qui peuvent se transformer en n'importe qui, donc ils sont plus aptes à être tolérants parce que justement par définition ils peuvent être n'importe qui, donc n'importe qui peut être eux, et ça aide à l'empathie quand même. Du coup ils sont meilleurs que les humains en moyenne en tout cas, d'après ce qu'on voit, donc c'est pas plus mal s'ils peuvent prendre des places importantes et faire changer le monde un petit peu dans un sens positif quoi. Donc encore une fois, cette nouvelle, elle est plutôt positive. Une once d'abnégation, donc ça c'est la nouvelle où la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la sirène et Aldovald vont finir ensemble ? Bon, oui, du coup, c'est la sirène qui va sortir de l'eau et qui va dire voilà, il fallait que quelqu'un fasse une once d'abnégation et c'est moi qui le fais. Je me demande si c'est une manière de dire que c'est souvent les femmes dans les couples qui font le plus d'efforts. Mais là, c'est un peu la pression que ça donne. Après, il y a des cas particuliers. Je veux dire, si tu prends justement Gérald et Yennefer, c'est clairement plus Yennefer qui domine dans le couple et du coup, c'est plus Gérald qui va être dans l'abnégation. Mais dans la plupart des cas, voilà. Du coup, la sirène, c'est elle qui s'est sacrifiée. Mais bon, elle a l'air d'avoir un caractère fort, donc on s'inquiète pas trop pour elle. Par contre, à côté, les créatures qui ont tué des marins et tout, ça, c'est pas vraiment réglé. Ça peut être réglé parce que comme la sirène est venue
Elle pourra peut-être adoucir le caractère de son mari qui de base était en mode oui on va partir en guerre contre eux, on va les massacrer. Elle va lui dire calme-toi un peu et elle pourra peut-être servir d'émissaire. Mais bon, ça en tout cas c'est pas complètement réglé. Et puis sinon la principale chose de cette nouvelle c'est quand même la relation entre Essie, Petit-Œil et Géralt. Et ça... Encore une fois, c'est beaucoup de sous-entendus vu que c'est par rapport à des sentiments. Donc je prétendrai pas avoir tout compris, mais je peux vous dire moi ce que j'en ai compris. Donc elle est folle amoureuse et elle en parle en disant que elle pensait que l'amour c'était beau, mais que du coup elle a découvert que c'était pénible, que c'était comme une maladie et tout. D'ailleurs j'aime beaucoup ce qu'elle dit sur l'amour, même si c'est moche, mais enfin ça m'a paru très, pour le coup très réaliste, très immersif. J'ai vraiment eu l'impression de le comprendre et de le ressentir, donc j'ai trouvé ça bien. Et Géralt, il sait pas du tout comment se comporter avec ça. Jasquier lui dit mais vas-y, couche avec elle et puis on verra bien ce que ça donne. Soit ça vous passera, ou soit vous verrez si vous allez plus loin. Et voilà, avec sa manière brute de décoffrage, d'une certaine manière il a raison. Donc c'est ce qu'ils font et Géralt il est toujours amoureux de Yennefer. Et lui, d'ailleurs, il se dit si Yennefer, c'est ça qu'elle ressent pour moi, je la critiquerai plus. Mais moi, je me posais la question. À l'époque, justement, je m'étais dit, la première fois que j'avais lu ce recueil, je m'étais dit, si c'est ça, ça veut dire que Yennefer n'aime pas Géralt et que elle le subit. Parce que lui, il donne vraiment l'impression de la subir ici au début, même si il la trouve belle, etc. Mais le fait qu'elle soit amoureuse, ça a juste l'air de lui peser. Et si ça avait été juste un petit flirt, il aurait préféré, quoi. Le fait qu'elle a l'air d'être complètement à l'agonie devant lui, ça a l'air de complètement le prendre au dépourvu. Et donc, est-ce qu'il plaint Yennefer juste parce qu'il est trop amoureux ? Ou est-ce que c'est plus vaste ? Je sais pas, en tout cas... il a l'air de partir du principe que Yennefer l'aime pas du tout. Je pense pas que ce soit vrai. Je me dis qu'il doit se tromper. Et, de toute façon, l'auteur est suffisamment subtil avec toutes ses métaphores et ses sous-entendus pour être capable justement de nous mettre ça... Géralt qui pense un truc, mais ça veut pas dire que c'est la vérité, même si on n'a pas d'autres infos. Donc moi je pense que Yennefer aime plus Géralt que ce que lui y croit. Mais c'est vrai que ça m'a un peu fait bugger ce truc-là, parce que est-ce qu'on peut vraiment faire le parallèle ? Est-ce qu'on peut se dire que Géralt a le même rapport avec Yennefer que Essie avec lui ? Moi je pense pas. Mais le fait que lui le pense et qu'on n'ait pas de persos qui remettent les choses en perspective me perturbe, sincèrement. Donc cette nouvelle elle est assez triste malgré tout, parce qu'à la fin on apprend que Essie est morte 4 ans après, un truc comme ça, je crois de la petite vérole ou d'une connerie complètement terre à terre. Et elle est morte avec son fameux pendentif que Géralt lui avait donné, où il lui avait dit que ça allait la protéger, où elle était à fond là-dessus. Parce que quand on aime quelqu'un, on a envie de croire à ce qu'il dit, on a envie de canaliser en quelque sorte l'effet placebo de notre amour dans ce genre de choses, mais voilà, le placebo a des limites, donc n'essayez pas de guérir de la variole ou de ce genre de conneries avec un placebo, ça ne marchera pas. Et du coup, elle est morte avec son amour et son pendentif. Donc voilà, et encore une fois, on nous le dit en épilogue avec ce côté, on nous a laissé sur une relation positive qui s'est bien terminée, et on nous dit ça en mode... les gens voudront retenir de l'histoire d'amour entre les deux, et pas que, et après on nous dit ce qui s'est passé, on est là, ah ouais, effectivement. Mais du coup, justement, moi, c'est ça que je retiens, et c'est toujours... vraiment, j'ai jamais vu d'autres auteurs qui faisaient ça autant et aussi bien, cette espèce de va-et-vient entre les contes et la vraie vie, où on te fait rêver et on te fait des gros retours à la réalité bien violents, comme ça. Donc voilà, cette nouvelle, elle est assez dure et assez triste, avec des moments plus ou moins beaux, et du coup... J'arrive même pas à savoir si je l'aime ou si je l'aime pas, cette nouvelle. Elle est assez terrible. Et d'ailleurs, je vois aussi très bien visuellement à quoi ressemble Essie Petit-Œil, elle est aussi bien décrite. Donc c'est encore un personnage, je pense, qu'on retient et qui nous marque pas mal, quoi. L'épée de la Providence, vu que la question c'est de savoir est-ce que Ciri va repartir, moi ce que je me demandais c'était est-ce que la chef des Dryades, en fait elle veut faire boire Ciri l'eau de la forêt, apparemment, qui a des propriétés hallucinogènes ou quelque chose, ou de drogue, ou... En tout cas, ça fait perdre la mémoire aux filles et ça contribue à ce qu'elles deviennent des dryades et à ce qu'elles oublient leur ancienne vie. Parce que, globalement, les dryades enlèvent des filles humaines pour en faire des dryades parce qu'elles ont eu trop de morts et que elles sont obligées de... pour reformer leur rang, de prendre des petites filles humaines et de les transformer en dryades, comme ça. Donc, elle veut faire boire Ciri, mais elle a l'air d'être au courant que Ciri est l'enfant de la Providence et
enfin l'enfant du destin, et qu'il y a une providence entre elle et Geralt. Donc est-ce qu'elle veut juste faire une petite démonstration de la providence à Geralt, ou est-ce qu'elle veut vérifier que c'est vrai qu'il y a une providence, en se disant bah s'il y a la providence, l'eau va pas marcher. Du coup, je pense que c'est peut-être un peu des deux. Justement, je me suis vraiment demandé, parce que la première fois que j'ai lu ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle essaye de faire? Enfin, je sais ça, je me suis vraiment dit, mais d'accord par rapport à la providence Geralt et Ciri, mais qu'est-ce que, je me rappelle plus comment elle s'appelle, désolée, la chef des Dryades, essaye de faire concrètement? Pourquoi elle essaye de lui faire boire l'eau? Parce qu'elle a l'air d'être totalement sûre que la providence ça existe, donc pourquoi elle fait ça? Mais en fait, ouais, peut-être qu'elle était pas sûre à 100% que Geralt disait la vérité. D'ailleurs, je sais plus si c'est Geralt qui lui a dit ou si c'est Ciri qui lui a dit. C'est peut-être Ciri en vrai, hein, mais... Ouais, je pense qu'elle voulait à la fois le vérifier et à la fois le démontrer à Geralt pour lui faire comprendre qu'on ne déconne pas avec ça. Et du coup, bah ça marche plutôt bien. Et la fin, où il y a les mecs qui ont fait un massacre et qui veulent prétendre que c'est les Dryades et tout, bah c'est vraiment atroce. Mais encore une fois, c'est vraiment réaliste et du coup, c'est intéressant. Et c'est Ciri qui provoque le combat, qui met Geralt dans une situation où il va être obligé de se battre contre les mecs, alors qu'au départ, lui, il voulait juste passer, parce qu'elle va dire, mais c'est pas les Dryades qu'on fait ça et tout, bah comme font les enfants. Hein. Pourtant, c'est bizarre, parce qu'elle avait l'air d'avoir peur, et donc j'imagine que c'est son côté, quand même, à être pour la justice, parce qu'elle avait bien aimé les Dryades et tout, qui l'a emporté sur sa peur, parce qu'au départ, elle avait fermé sa gueule, quoi. Non, cette nouvelle, elle est vraiment mignonne. Et évidemment, la fin est triste vu que Geralt laisse Ciri en disant la Providence, j'emmerde la Providence, quoi, j'y crois pas. Même après tout ce qui lui est arrivé, justement, le fait que Ciri, en buvant l'eau, elle a pas perdu la mémoire. Alors que lui, il a bu l'eau, il s'est évanoui direct. Il continue à se dire non, mais genre vous lui avez passé une eau qui fonctionnait pas, et à moi vous m'avez mis une eau qui fonctionnait, je sais pas comment vous avez fait, mais vous avez fait ça. Et il continue à dire que c'est pas vrai, c'est pas la Providence, que c'est un truc, un espèce de plan contre lui, quoi, soit du hasard ou soit des gens qui mettent en scène eux-mêmes la Providence parce qu'ils ont envie d'y croire et d'en faire croire ça aux autres. Mais il refuse toujours d'y croire et donc il va laisser Ciri. Et donc voilà, on est comme ça sur une fin où on se dit putain merde. On sait qu'il va la retrouver, donc ça va. Et donc après, la dernière nouvelle, qui est quelque chose en plus, qui est le fait que justement Geralt te dit plusieurs fois à propos de la Providence, ouais la Providence c'est bien gentil mais il faut quelque chose en plus, parce que ce soit avec Yennefer où ils sont censés s'aimer mais il a toujours l'impression que c'est peut-être pas réel et du coup il reste dans un espèce de flou où il a l'impression de jamais vraiment pouvoir être heureux et de jamais être vraiment à sa place. Du coup il se dit qu'il faudrait quelque chose en plus. Et avec Ciri, c'est pareil, parce que elle-même lui dit « je suis ta destinée », tout ça. Mais lui, il se dit « ouais, mais bon, j'ai pas envie de détruire sa vie, juste parce que j'ai une petite présomption que c'est ma providence. Enfin, c'est bon, c'est peut-être une croyance qui m'arrange, et je vois pas ce qui m'arrange le droit de l'enlever comme ça. Donc, il faudrait que ce soit plus explicite, que ça ait pas l'air d'être juste une vue de l'esprit, en fait, justement, quoi. Pour qu'il puisse se dire que Ciri c'est vraiment son enfant en quelque sorte, quoi. Et du coup dans cette nouvelle il va avoir son petit quelque chose en plus, parce que justement le fait que on lui avait dit il était passé donc une première fois à Cintra, il avait pas emmené Ciri et il avait discuté avec Calante et Calante la grand-mère de Ciri, et il lui avait dit non moi je veux pas l'emmener, et elle lui avait dit mais tu sais si tu veux tu choisis un enfant random et moi je m'en fous, je te le donne, il deviendra sorceleur. Et elle lui dit non moi je ferai pas ça, je suis juste venue voir à quoi ressemblait l'enfant de la Providence et tout, mais je vais pas l'emmener, de toute façon je vois pas ce qui m'en donne le droit, tu me dis que tu veux pas que je l'emmène, j'emmènerai pas, et voilà, on va se quitter bons amis. Il y a des gens qui lui ont dit, je me souviens plus qui lui dit, fais attention, tu peux pas déconner avec la Providence, elle va se venger, et oui, mais même Calante lui dit, tu sais qu'on dit que la Providence, il faut pas déconner avec, et Gérald lui dit, ouais mais si la Providence se venge, de toute façon elle se vengera sur moi, donc t'inquiète pas, garde ta fille et sois heureuse. Et en fait, la Providence ne s'est pas vengée sur Geralt. Enfin si, peut-être un petit peu, mais indirectement. Mais en tout cas, elle s'est surtout vengée sur Ciri, parce que déjà que ses parents étaient morts, mais là du coup, c'est tout son pays qui s'est fait massacrer, sa grand-mère qui s'est suicidée. Elle a perdu absolument tout ce qu'elle avait, quoi. Donc la Providence, elle déconne effectivement vraiment pas. Et cette fois, Geralt va bien être obligé de récupérer Ciri, parce qu'elle a plus nulle part où aller. Il n'y a plus personne qui l'attend, personne qui veut la garder. Et donc là, tu te dis, ah ouais, quand même. En gros, si tu décides pas de donner toi-même l'enfant de la Providence,
la Providence va te péter la gueule jusqu'à ce que tu ne puisses plus le retenir. Donc voilà, Ciri a tout perdu et elle se retrouve... Et d'ailleurs, oui, c'est marrant parce que ça fait une double promesse. Il y a le marchand que Gérald te protège au début qui dit « je te donnerai tout ce que tu veux ». Gérald lui dit « ah, t'es sûr, tout ce que je veux, bah tu me donneras ce que tu trouveras chez toi et que tu t'attendais pas à trouver ». Donc encore une promesse pour avoir un enfant de la Providence, alors qu'il avait déjà pas l'air de vouloir de Ciri. Moi je me dis « mais qu'est-ce qu'il fait ?» Et d'ailleurs lui-même plus tard, il va se dire « mais qu'est-ce que je fais ?» Donc à croire qu'il y a un espèce d'instinct qui l'a poussé à dire ça, un espèce d'instinct dicté par la Providence justement, parce que lui il a pas l'air d'être lui-même très d'accord avec ce qu'il vient de dire après coup, et il dit plusieurs fois au marchand oublie ça, laisse tomber, mais le marchand lui dit non j'ai fait une promesse, je vais la tenir et tout. Et en fait quand le marchand rentre chez lui avec Gérald, la chose qu'il trouve chez lui qu'il s'attendait pas à trouver, c'est Ciri que sa femme a ramassé je sais plus trop où, et qu'elle s'est dit je pourrais peut-être l'adopter parce que j'ai toujours rêvé d'avoir une petite fille, et voilà, elle est orpheline, on l'a trouvée comme ça après le massacre, c'est une survivante, une orpheline survivante du massacre, on l'adopte. Et du coup ça permet à Gérald de retrouver Ciri, et cette fois de se dire qu'il va la garder parce que maintenant il a compris qu'il fallait pas déconner avec la Providence. Et du coup, le recueil se termine sur justement la fameuse phrase où Ciri lui dit « je suis ta Providence » et où il dit « t'es beaucoup plus que ça ». Et c'est très beau, c'est très mignon, et on est ému. C'est une très bonne manière de terminer ce recueil, sachant en plus que la suite va être l'histoire toujours de Gérald, mais en même temps aussi un peu à mi-temps de Ciri. On va commencer à alterner entre les deux points de vue. Et donc c'était aussi très beau d'un point de vue littéraire de terminer comme ça, en nous faisant comprendre que Ciri, ça y est, elle allait enfin prendre de l'importance, et voilà, Gérald l'a adoptée à ce moment-là, en quelque sorte, quoi. Donc une très belle fin, que je valide totalement, malgré les petits défauts que je vous ai dit, enfin défauts selon moi, encore une fois. C'est pas des défauts dans l'absolu, c'est juste les choses que j'ai moins aimées. Sur ce, je vous dis salut et à la prochaine pour un livre qui ne sera pas de cette saga, parce que j'aime bien alterner. À plus.